Après des années de relation, j'ai découvert que ma cousine et mon mari avaient une liaison et s'étaient même mariés. Mais le jour de leur union, j'avais préparé ma vengeance et dévoilé quelque chose que personne n'aurait jamais imaginé. Moi, Camille, j'ai toujours cru que la loyauté et les liens du sang étaient indestructibles, mais la trahison de Lorraine a bouleversé ma vision de la famille, de l'amour et de l'identité. Au début, Édouard et moi vivions une histoire qui, à mes yeux, respirait la sécurité et un avenir solide, marqué par des conversations sincères, des rêves partagés et des promesses d'éternité. Mais il y avait quelque chose qui m'échappait. Les yeux d'Édouard se tournaient, chaque jour un peu plus intensément, vers Lorraine, ma cousine, autrefois amie d'enfance et confidente inséparable. Pendant des années, Lorraine et moi avons cultivé une amitié qui semblait inébranlable, emplie de secrets, de confidences et de moments qui scellaient un lien particulier. Cependant, peu à peu, entre les lignes de nos relations, une graine d'envie et d'ambition commença à germer. Je n'aurais jamais imaginé qu'une relation aussi proche puisse dissimuler l'intention de s'approprier un amour que je considérais comme mien, mais, au fil de mes observations de gestes, d'attitudes et de commentaires ambigus, la douloureuse vérité s'imposa. Lorraine désirait, en secret, conquérir Édouard, trahissant non seulement ma confiance, mais aussi l'essence même des liens que j'avais toujours chéris. La douleur s'est installée de manière dévastatrice lorsque, peu à peu, les petits signes se transformèrent en preuves irréfutables. Il était impossible de ne pas remarquer ces échanges de regards complices, ces sourires trop dissimulés, et la façon dont Lorraine éveillait en Édouard des sentiments qui, jadis, étaient uniques entre nous. Il y avait aussi ces cadeaux inexplicables qu'elle recevait de lui, les coïncidences de leurs emplois du temps toujours alignés, les messages qu'Édouard dissimulait dès que je m'approchais. « Tu te fais des idées, Camille », me disait-il quand j'essayais de le confronter. « Lorraine est ta cousine, pour l'amour de Dieu. Nous sommes simplement très proches, parce qu'elle a besoin de mon aide pour quelques affaires professionnelles. Et moi, dans mon innocence, j'y croyais presque. Presque. Je me souviens d'un dîner de famille où j'ai vu Édouard observer Lorraine d'un regard que je connaissais bien. C'était le même regard qu'il m'adressait lors des premiers mois de notre relation. Un regard d'admiration, de désir et de fascination. Mon estomac se serra, mais je gardais le sourire, tranchant la viande dans mon assiette avec une force excessive, comme si ce morceau de bœuf incarnait ma détresse. « Avez-vous vu le nouveau film du réalisateur français ?» demandai-je, tentant désespérément de détourner l'attention de la table. Personne ne l'avait vu. La conversation s'éteignit aussi rapidement, tout comme une partie de moi. Cette révélation m'a frappée comme une tempête, mêlant fureur, tristesse et un sentiment d'impuissance qui rendait difficile de croire que mon monde, construit avec tant de soin, s'effondrait devant mes yeux. J'ai passé des nuits entières sans dormir, revivant chaque moment, chaque geste suspect, chaque absence inexpliquée. Les larmes n'avaient plus de sens. Elles étaient devenues une constante aussi familière que ma propre respiration. Pourtant, malgré un cœur marqué par la trahison, quelque chose en moi s'enflammait, avec la volonté de ne pas me laisser abattre et de combattre la manipulation qui s'immisçait sournoisement dans les liens familiaux. « Avale tes larmes, Camille », me répétais-je chaque matin en me regardant dans le miroir. « Tu n'es pas faite pour être une victime. » La confirmation arriva un dimanche après-midi, quand par hasard, je vis les messages sur le téléphone d'Édouard pendant qu'il prenait sa douche. Là étaient, aussi limpides que de l'eau, les preuves de la trahison. Des messages qui allaient bien au-delà de l'amitié, des plans qui m'excluaient totalement, des mots d'amour qui m'avaient un jour été destinés. Je laissai l'appareil exactement où il était et quittai l'appartement sans dire un mot. 3 jours plus tard, j'appris la nouvelle. Ils étaient officiellement ensemble. « Je suis désolée que tu aies découvert comme ça », me dit Édouard par message, comme s'il annulait un dîner ordinaire. Ces choses arrivent, on ne planifie pas de tomber amoureux. Vraiment, il doit être difficile de planifier une trahison au milieu de tant d'engagement, répliquai-je avec la froideur qui commençait à devenir ma nouvelle compagne. J'espère que vous serez très heureux avec le fardeau de mensonges que vous porterez pour toujours. Ce qui suivit fut encore plus surprenant. L'invitation à leur mariage, moins de 6 mois après. Une invitation élégante, aux lettres dorées, et une photo du couple souriant à la caméra. Ma tante, la mère d'eux, Lorraine, insista pour que je me présente. La famille, c'est la famille, Camille.
Vous avez grandi ensemble. Ne laisse pas un homme détruire cela. Comme si le problème venait de l'homme, et non de la trahison d'une cousine que je considérais comme une sœur. J'ai décidé d'y aller. Non par faiblesse ou par pardon, mais parce qu'au fond de moi, je savais que ce serait le décor parfait pour ce que j'avais à faire. Le point de rupture se présenta de manière inattendue et dramatique lors du mariage de Lorraine et Édouard, événement qui symbolisait pour les autres l'union parfaite de deux âmes éperdument amoureuses, mais qui, pour moi, se transforma en une scène de révélation. L'ambiance festive, censée évoquer joie et harmonie, dissimulait sous son voile subtil une angoisse intense et l'imminence de devoir dévoiler la vérité. J'avais choisi une robe rouge. Non par hasard, c'était la couleur que Lorraine détestait le plus, et je m'étais méticuleusement préparée pour ce jour. Chaque geste, chaque pas, chaque regard avait été répété. J'ai souri à tout le monde, embrassé des proches éloignés, fait l'éloge de la décoration. « Tu es si forte, ma chère », me disèrent les tantes d'un ton mêlant pitié et mal. Déguisée. Je ne faisais qu'acquiescer, sachant qu'elles n'avaient aucune idée de ce que signifiait vraiment être forte. Au moment précis où les cloches annoncèrent l'union, les émotions refoulées pendant des mois débordèrent enfin. Je me levai, hésitante mais pleine de conviction, et décidai que le silence ne pouvait plus prévaloir. Le curé venait de demander s'il y avait quelqu'un qui souhaitait s'exprimer contre cette union. « J'en ai une », déclarai-je d'une voix qui ne me ressemblait plus. Elle était plus ferme, plus décidée. Un silence funèbre s'abattit sur l'église. Je vis le visage de Lorraine pâlir, tandis qu'Édouard me fixait avec un mélange de surprise et d'effroi. « Je ne viens pas parler de votre amour, né de la trahison et du mensonge. Tout le monde le sait ou l'imagine déjà, commençai-je, sentant chaque mot s'écouler comme un fleuve brisant enfin un barrage. Je viens révéler ce que personne ne sait, même toi, Édouard. » Chaque mot de mes longues déclarations, empli de sincérité et de courage, portait non seulement l'accusation directe de la trahison de Lorraine, mais aussi le débordement de sentiments longtemps enfouis, la douleur d'avoir été trahi par des personnes que j'aimais et le besoin de retrouver ma propre identité. Lorraine n'est pas ce que vous pensez. Poursuivis-je. Elle n'est pas seulement la femme qui m'a volé mon petit ami. C'est celle qui, il y a 2 ans, a provoqué l'accident qui a laissé notre grand-mère en fauteuil roulant, après avoir conduit en état d'ivresse lors d'une soirée. La même qui a manipulé le testament de notre grand-père pour s'approprier la majeure partie de l'héritage, plongeant notre tante Marie dans la misère. Celle qui a entretenu une liaison avec le mari de notre cousine Julie pendant plus d'1 an. Les murmures se firent de plus en plus forts à chaque révélation. Je vis certaines personnes se lever, choquées, tandis que d'autres restaient figées sur place. J'ai gardé le silence trop longtemps, croyant que la famille protégeait la famille. Aujourd'hui, je comprends que la véritable protection réside dans l'exposition de ce qui ne va pas, dans l'élimination du mal à sa racine. Édouard, tu n'es pas le premier homme que Lorraine a dérobé, et tu ne seras probablement pas le dernier. Ta loyauté n'est qu'envers toi-même. Dans le tumulte silencieux qui suivit, l'impact fut profond et transformateur. Édouard, déchiré par un conflit intérieur, oscillait entre le remords et une quête désespérée d'explication, tandis que Lorraine tentait, derrière une façade d'indifférence, de dissimuler la culpabilité qui la rongeait. « C'est un mensonge », s'écria finalement Lorraine, la voix tremblante. « Elle est folle de jalousie, tellement folle que j'ai ici toutes les preuves », rétorquai-je en sortant de mon sac une pochette contenant documents, photos et échanges imprimés. Des copies pour quiconque voudra vérifier. La vérité, contrairement au caractère de certains, est transparente. Je remis la pochette à la mère de Lorraine, qui l'ouvrit, les mains tremblantes. Son visage se transforma en un masque d'horreur, à mesure qu'elle feuilletait les documents. « Ma fille, comment as-tu pu ?» murmura-t-elle, regardant Lorraine avec un mélange de déception et d'incrédulité. Chaque mot que je prononçais résonnait dans les cœurs de tous les présents, ébranlant la confiance d'une relation jadis solide et révélant les fissures dissimulées derrière des sourires et des gestes familiers. Cette révélation fut le déclencheur qui me permit, moi, Camille, toujours perçue comme calme, réfléchie et accueillante, d'embrasser la vérité et de la dévoiler avec force, même si cela signifiait briser des illusions qui soutenaient l'idée de famille et de loyauté. « Pardon d'interrompre la cérémonie », conclus-je d'une voix étonnamment calme, « mais vous méritiez de savoir à qui vous aviez affaire. Pour ma part, j'ai fait mon devoir.
Se libérer du mensonge est en soi une victoire. Je quittai l'église, sans me retourner, sentant tous les regards se poser sur moi. Il n'y eut ni cri, ni scène, juste la vérité, nue et crue, flottant dans l'air, aussi lourde que le plomb. Le mariage, naturellement, ne continua pas. J'appris plus tard qu'Édouard avait tout annulé et était resté disparu pendant des semaines. Lorraine avait tenté de me poursuivre pour diffamation, mais avait abandonné en voyant que j'avais bel et bien toutes les preuves. Après cet épisode à l'hôtel, les jours qui suivirent furent marqués par une profonde introspection et une redéfinition de mes priorités. Je commençais à regarder le passé sous un nouvel angle, comprenant que la véritable essence de la liberté ne réside pas dans le maintien de liens oppressants, mais dans la reconnaissance et la valorisation de sa propre identité. Je m'installai dans une autre ville, trouvai un nouvel emploi et me fis de nouvelles amitiés. La distance physique aida à cicatriser des blessures qui semblaient incurables. « Tu n'aurais pas dû aller si loin », me disait ma mère lors d'un de nos appels vidéo. « La famille ressent ton absence. »« J'en avais besoin, maman », répondis-je avec la certitude de celle qui a enfin trouvé sa voie. Parfois, la distance est la seule façon de voir les choses avec clarté. La douleur que j'avais ressentie se transforma en carburant pour un nouveau départ, me poussant à construire des relations basées sur l'honnêteté et le respect mutuel, loin des manipulations et des intérêts cachés. Cette expérience m'a appris que, parfois, il faut rompre avec ce que l'on croyait éternel pour embrasser la vérité, aussi douloureuse soit-elle, et par conséquent, se permettre d'évoluer. J'ai rencontré des gens qui ignoraient totalement mon histoire, qui ne voyaient en moi qu'une femme forte, déterminée, libérée des entraves du passé. C'était libérateur d'être ainsi perçue, sans le poids des souvenirs ni l'ombre de la trahison. Je me suis inscrite à un cours de photographie, un rêve longtemps refoulé par manque de courage. J'ai commencé à immortaliser le monde à travers l'objectif, capturant la beauté dans les détails autrefois invisibles. Chaque photo était comme un fragment de ma nouvelle identité, se construisant jour après jour, affranchie des attentes d'autrui. J'ai aussi commencé à courir, une activité que je n'aurais jamais imaginé pratiquer. Les premières semaines furent éprouvantes. Mon corps protestait, mes poumons brûlaient, mes jambes flageolaient, mais il y avait une satisfaction indescriptible à repousser mes limites, à sentir la sueur perler sur mon visage, pendant que mon esprit se libérait des souvenirs du passé. À chaque kilomètre parcouru, une couche de rancœur semblait se détacher, emportée par le vent, dissolue par l'effort. Bien sûr, il y eut des moments de fragilité, des nuits où la solitude pesait plus lourd qu'à l'accoutumée, des matins où je me réveillais avec un vide au cœur. Il y eut des jours où je me surprenais à regarder de vieilles photos, revivant des instants qui paraissaient parfaits, me demandant si tout n'avait pas été qu'une illusion dès le début. Parfois, j'avais tapé de longs messages à Édouard, un exutoire mêlé de questions, mais je ne les envoyais jamais. J'appris que toute douleur n'avait pas besoin d'être exposée, que tout sentiment n'exigeait pas d'être partagé. Même ces moments de rechute devinrent une partie essentielle de ma quête de moi-même. Chaque conversation en solitaire après l'épisode devenait une leçon, une réflexion sur la valeur de l'amour-propre, le courage d'affronter la réalité et la capacité de transformer la trahison en force rédemptrice. J'en vinrent à comprendre que la vengeance la plus puissante ne réside pas dans la douleur infligée à autrui, mais dans la transformation intérieure qui survient lorsque l'on se libère des relations toxiques et des attentes qui nous blessent. Tu aurais pu détruire leur vie et passer à autre chose. Et me dit une amie un jour, étonnée que je ne cherche plus à me venger. Pourquoi as-tu arrêté à l'église ? Ce n'était pas question de détruire des vies, mais de récupérer la mienne, répliquai-je. Révéler la vérité était indispensable pour que je puisse trouver la paix. Le reste leur appartient. Cet épisode fut un tournant qui me permit de reconnaître mes faiblesses et de transformer chaque larme, chaque soupir, en symbole de résilience. La construction d'un nouveau chemin dépendait désormais de ma capacité à pardonner, non pour les autres, mais pour moi-même, en signe d'amour-propre, qui me propulse vers une vie authentique. 1 an après l'incident, je reçus une lettre d'Édouard. Il s'était séparé de Lorraine quelques mois après l'échec du mariage, après avoir découvert d'autres mensonges, d'autres trahisons. « Tu as essayé de me prévenir », écrivait-il. « Je regrette de ne pas t'avoir écouté.
Je regrette encore plus tout ce que je t'ai fait. J'ai lu cette lettre plusieurs fois, cherchant à comprendre mes émotions. Il n'y avait ni colère, ni amertume. Juste une forme de compréhension mélancolique de la nature humaine et de ses faiblesses. J'ai répondu par quelques mots. J'espère que tu trouveras ton chemin, comme j'ai trouvé le mien. Certains enseignements sont douloureux, mais nécessaires. Nous n'avons plus jamais parlé par la suite. Il n'y avait plus lieu d'échanger. Notre histoire était terminée bien avant ces échanges de messages. Quant à Lorraine, j'appris par des proches qu'elle avait quitté le pays, fuyant les regards accusateurs et les jugements. Une partie de la famille l'a défendue, m'accusant d'avoir exposé des affaires privées de manière cruelle. D'autres reconnurent que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, devait être révélée. Les divisions persistent encore aujourd'hui, cicatrices d'un épisode que personne n'a jamais complètement oublié. Aujourd'hui, en repensant à ce mariage et à ma révélation, je réalise que cet instant fut la graine d'un changement irréversible dans ma manière de percevoir mes relations. J'ai appris que, même lorsque les liens du sang semblent incassables, il est essentiel d'avoir le courage de reconnaître et d'affronter les vérités qui émergent avec le temps. Récemment, j'ai reçu une invitation pour le 80e anniversaire de ma grand-mère, celle que Lorraine avait laissée en fauteuil roulant. Ce fut un moment de décision. Affronter de nouveau toute la famille ou préserver la distance que j'avais établie. Après plusieurs jours de réflexion, j'ai choisi d'y aller. Pas pour Lorraine, qui serait probablement présente, ni pour quiconque avait douté de moi ou minimisé ma douleur. J'y suis allée pour moi-même, pour prouver que cet environnement n'avait plus le pouvoir de me blesser. À mon arrivée à la fête, j'ai senti tous les regards se poser sur moi. Certains, curieux, d'autres, appréhensifs, comme s'ils attendaient une nouvelle scène dramatique. J'ai salué chacun avec courtoisie, embrassé ma grand-mère longuement et me suis installée à une table isolée, observant la dynamique familiale, avec les yeux de celle qui ne fait plus partie de ce monde, mais qui en comprend encore les subtilités. Lorraine apparut plus tard, accompagnée de son nouveau fiancé, un homme d'âge mûr au regard distant et au sourire forcé. Nos regards se croisèrent un instant. Il n'y avait ni haine, seulement une triste compréhension de ce qu'elle était réellement. Elle détourna rapidement les yeux, feignant un vif intérêt pour une conversation proche. Je souris intérieurement. Ce simple détour de regard en disait plus long que toutes les paroles. Lors d'un récent dîner avec de nouveaux amis, quelqu'un demanda au sujet de ma famille. « C'est compliqué », répondis-je avec un sourire dépourvu d'amertume. « Disons que j'ai appris à distinguer le lien de sang de la loyauté. »« Comment cela ?» insista une amie, visiblement intriguée. « Certaines personnes naissent dans nos vies, d'autres sont choisies. J'ai compris que la véritable famille n'est pas toujours celle liée par le sang, mais par les actes, le respect et l'honnêteté. J'ai des proches que j'ai du mal à reconnaître comme famille, et des amis plus fidèles que bien des cousins. » expliquai-je en sirotant tranquillement mon verre de vin. Cette expérience m'a ouvert les yeux sur l'importance d'établir des limites saines, de cultiver des amitiés et des relations fondées sur la loyauté réciproque, et de valoriser chaque pas qui m'a permis de m'épanouir, même au cœur de l'adversité. En transformant la douleur en force, je découvre chaque jour que je peux me réinventer, honorant chaque cicatrice comme une part essentielle de mon chemin vers une nouvelle définition de l'amour et de la liberté. 3 ans se sont écoulés depuis cet après-midi à l'église. Aujourd'hui, j'ai un nouveau travail qui me comble. Un appartement qui reflète ma personnalité et des relations qui ne m'abaissent ni ne manipulent. Parfois, je reçois des nouvelles de la famille par l'intermédiaire de ma mère, la seule avec qui je sois restée proche. Lorraine est revenue en France, fiancée de nouveau. Édouard s'est installé à la campagne et a lancé sa propre entreprise. La vie a suivi son cours, comme toujours. Quant à moi, je porte les leçons de cet épisode comme on porterait une carte pour ne plus se perdre. J'ai appris à repérer les premiers signes de manipulation, à valoriser l'honnêteté avant toute convenance, et surtout, à ne jamais permettre à quelqu'un de définir ma valeur ou ma vérité. « Tu sembles changer », me commenta ma mère lors de sa dernière visite. « Il y a en toi une force que je n'avais jamais vue. »« Je ne suis pas une autre personne, maman », répondis-je en observant le coucher de soleil depuis la terrasse de mon appartement. J'ai simplement découvert qui je suis vraiment. La trahison de Lorraine et d'Édouard fut douloureuse, mais aujourd'hui, je reconnais qu'elle fut aussi libératrice. Parfois, il faut perdre ce que l'on croyait essentiel
pour découvrir sa véritable essence. Pour moi, j'ai perdu l'illusion d'une famille parfaite, d'une relation bâtie sur de fausses promesses et d'une vision naïve de la loyauté. En échange, j'ai retrouvé moi-même, et cela, aucune trahison ne pourra jamais me l'enlever. Au final, ma vengeance n'a pas été de révéler la vérité à l'autel, bien que ce moment ait été nécessaire. Ma véritable revanche fut de reconstruire ma vie sur des bases plus solides, d'apprendre à être heureuse sans dépendre de l'approbation des autres, de transformer la douleur en sagesse. Et je crois que c'est là la forme la plus puissante de surmonter. Non pas survivre à la tempête, mais apprendre à danser sous la pluie. Aujourd'hui, quand je repense à mon passé, je ne vois plus une victime, mais une femme qui a eu le courage de briser les attentes, de confronter le mensonge et de suivre son propre chemin, même quand celui-ci semblait effrayant et solitaire. La Camille qui pleurait autrefois la trahison sourit désormais face à la liberté qu'elle a conquise. Et cela, peut-être, est la plus grande révélation de toutes, la découverte que nous sommes bien plus fortes et capables que ce que nous aurions jamais pu imaginer. Alors, si un jour tu te retrouves face à une trahison qui paraît insupportable, souviens-toi, ce n'est pas la fin, mais le début d'un puissant voyage vers la découverte de soi. La douleur a un sens quand on sait la transformer en moteur de notre évolution. Chaque larme versée peut devenir une détermination, chaque nuit d'insomnie une clarté sur ce qui compte vraiment. Certains disent que le temps guérit toutes les blessures, mais je ne suis pas d'accord. Le temps, en lui-même, ne guérit rien. Il nous éloigne simplement des événements. La véritable guérison vient des décisions que nous prenons, des limites que nous établissons, de l'amour-propre que nous cultivons. Elle naît du courage de plonger en soi-même et de reconnaître que, même blessés, nous restons entiers, que la trahison des autres en dit plus sur eux que sur nous. Récemment, j'ai retrouvé une vieille photo de moi avec Édouard et Lorraine, prise lors d'un barbecue familial, quelques mois avant que la trahison ne soit révélée. En regardant cette image, je n'ai ressenti ni colère, ni amertume. J'ai seulement éprouvé de la gratitude pour le chemin parcouru depuis, pour la femme que je suis devenue à travers l'adversité. La Camille souriante de cette photo ignorait ce qui allait arriver, mais la Camille d'aujourd'hui sait exactement où elle se trouve et où elle va. La véritable liberté commence quand on décide qu'aucune trahison ne définira qui nous sommes ou ce que nous méritons. Quand on réalise que nous sommes les auteurs de notre propre histoire et non de simples figurantes dans celle des autres. Quand on comprend que nos cicatrices ne sont pas des marques de faiblesse, mais des symboles de notre capacité à renaître. Et cette décision, en soi, est une victoire silencieuse, intime, mais assez puissante pour changer le cours d'une vie entière.